Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler de Serge Gainsbourg et du rap et de Serge Gainsbourg. Quel était le rapport de Serge Gainsbourg avec cette musique? Et surtout, comment cette musique utilise-t-elle Serge Gainsbourg et sa musique? Pour parler de tout cela, nous sommes avec Constance Dauvergne, Christophe Comte et Philippe Azoury. Peut-être pour commencer, Constance, vous avez travaillé sur cette thématique. C'est quoi exactement Gainsbourg et le rap? Alors, c'est le rap et Gainsbourg, c'est-à-dire que c'est une intuition qui est absolument évidente. Quand on parle des liens entre Gainsbourg et le rap, quand on en avait parlé en réunion à la rédaction, tout le monde, sur le moment, a trouvé ça absolument évident parce que il y a énormément de liens entre sa musique, son héritage et le rap tel qu'il est aujourd'hui. Il suffit de taper Serge Gainsbourg, héritier rap sur Google et de tomber sur des milliers de forums de rap qui font toujours émerger un nouvel héritier de Gainsbourg. Il y a toujours un nouveau Serge Gainsbourg du rap français. Enfin, c'est Serge Gainsbourg, en fait, et l'héritage et le patrimoine de Serge Gainsbourg fait totalement partie du patrimoine musical rap français. Il y a comme une envie de trouver un Gainsbourg pour le rap. Oui, totalement, parce que Serge Gainsbourg, c'était un damné de la pop et de la musique, et les rappeurs ont toujours aussi été des damnés de la musique française. Ça a toujours été des personnalités un peu en marge, donc elles se sont toujours beaucoup inspirées, ou en tout cas retrouvées dans le personnage qui était Gainsbourg, de quelqu'un qui était à la fois très bling, très flamboyant et très anti-système. Christophe, est-ce que vous vous souvenez d'une des premières incursions, si j'ose dire, de Gainsbourg dans le rap, c'est-à-dire ce moment où on entend un morceau d'MC Solar dans lequel il y a un sample de Gainsbourg? Alors oui, évidemment, c'est ce morceau qui s'appelle Nouveau Western, où il y a le sample de Bonnie and Clyde, qui est pour beaucoup à l'époque était une découverte, parce qu'à la même époque ressortait la version de Je t'aime moi non plus avec Bardot. C'était dans les années 90, il n'y avait pas encore cette version, n'est peut-être pas connue, elle était exhumée à l'époque, et Bonnie and Clyde, autre duo avec Brigitte Bardot, samplé donc sur le morceau d'MC Solar, d'un coup était une redécouverte pour beaucoup de gens. Mais l'antécédent du rap originel de Gainsbourg, c'est quand même, on en a parlé dans un épisode précédent, c'est le breakbeat de Requiem pour un con, qui a été finalement la matrice presque quasiment du rap en lui-même, parce que ce morceau-là, plutôt d'ailleurs qu'on doit plutôt à Michel Colombier, amène une rythmique qui va être copiée, samplée plusieurs fois, et qui va donc, d'une certaine manière, légitimer Gainsbourg comme une sorte d'inventeur du rap, ce qui est quand même très étonnant parce que c'est en 68, donc c'est très très tôt. Et c'est ce qui fait que Gainsbourg, d'une certaine manière, a eu cette légitimité. Alors, il y a le personnage, c'est sûr. Il y a le fait que très tôt, à partir de Melody Nelson, il parle plutôt qu'il chante. Donc, tous ces ingrédients-là font qu'évidemment, pour les rappeurs qui le découvrent dans les années 90, parce qu'il vient de mourir en plus, donc c'est d'une certaine manière, et on reparle de lui, il est dans la postérité, et en même temps, c'est toute l'œuvre de Gainsbourg est une palette dans laquelle, évidemment, le rap de l'époque étant basé essentiellement sur du sample, peut aller chercher à la fois dans les BO de films, dans ses albums, dans sa poésie aussi, parce que son talk-over fait que, voilà, dans le langage parlé, peut s'adapter au rap. Alors MC Solar, évidemment, à l'époque, est considéré comme le Gainsbourg du rap. Toujours se méfier de ses raccourcis, parce que d'un autre côté, on a Abdel Malik, c'est le Jacques Brel du rap, donc c'est un peu, quand même un peu relativiser tout ça, et surtout, ça donne tout de suite une espèce de vernis un peu obligatoire à tous les rappeurs d'avoir une sorte de figure tutélaire. Mais bon, en tout cas, je pense qu'à l'époque, le nom de Gainsbourg, contrairement à d'autres chanteurs français des années 60-70. Je pense à Adamo, par exemple. Voilà, il y en a peu qui ont quand même voilà, vers lequel les jeunes producteurs, en tout cas, vont aller se tourner pour sampler. Ils vont plutôt sampler des disques de funk américains que des disques français. Mais Gainsbourg fait partie des exceptions. Mais Constance disait un mot qui est le mot héritage. Le rap, d'autant plus au début des années 90, au moment où MC Solar sample Je t'aime moi non plus pour le Nouveau Western, on pensait plutôt pillage. Là, il y a une notion plus d'héritage, c'est-à-dire de se désigner quelqu'un qui va pouvoir les faire rentrer dans l'histoire de la chanson française, dont ils sont absolument les parias. Dans un épisode précédent, qui était sur Melody Nelson,
Je crois que c'est toi, Joseph, qui revenait sur les orchestrations du disque, qui étaient presque répétitives, minimalistes à leur façon, orientalisantes et minimalistes à leur façon, et qu'elles créent déjà des boucles dans lesquelles, évidemment, des gens qui se mettent à écouter des disques dans l'optique de les sampler, ce qui est le cas à ce moment-là de Jimmy J, qui est le producteur de MC Solar, trouvent absolument leur compte. Et le breakbeat de Colombier pour Requiem pour un con. C'est vrai que là, on a tout de suite, au-delà du personnage et au-delà du parolier, sur lequel il va falloir revenir, parce que là aussi, il y a une forme de validation pour des jeunes rappeurs d'une liberté possible sur le langage, mais avant ça, il y a c'est le seul possible, enfin, voilà. Si on regarde le paysage français classique, ou en tout cas, ou composé de gens respectables, c'est vrai que la tentation Brel, elle est toujours un peu, mais on voit bien que c'est un monde trop lointain. Enfin, on peut pas sampler Brel. On peut à la limite essayer d'espérer d'avoir un peu de l'ombre de Brel. Gainsbourg, on peut le sampler et il offre au paria une porte d'entrée, pas vers l'académique, mais justement vers une figure un peu dangereuse, un peu sulfureuse, un peu bling bling. Là-dessus, t'as raison. Enfin, il y a le côté, je flambe des billets à 7 sur 7. Enfin, genre, ça marque. Enfin, c'est ça, c'est l'image Gainsbourg quand MC Solar le reprend, qui fait que oui, c'est un costume qui est tout à coup endossable. Enfin, et une histoire peut s'écrire à l'intérieur de la musique française et pas la musique américaine. Alors que le rap est américain de naissance. Et la possibilité au début des années 90, ça fait rire aujourd'hui parce que le rap français existe et la trappe française crée des choses qui sont propre à elle-même, mais à l'époque, le rap français, c'est une parodie, c'est une traduction, enfin, c'est un dessin animé Pixar avec une voix d'Omar Sy, si vous voulez. Enfin, on a une traduction française de choses qui sont purement américaines. Pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que les premiers rappeurs à avoir samplé Serge Gainsbourg, c'est pas des Français, c'est de la soul. Et je crois que c'est Jimmy J, je dis bien je crois parce que je peux pas l'affirmer, mais qui a été un des premiers à se poser cette question de attendez, les Américains sont en train de sampler Gainsbourg, mais Gainsbourg, c'est nous, et Gainsbourg, c'est la France, et pourquoi le sample, et pourquoi nous, personne l'a encore fait? Bon, ils avaient aussi oublié qu'un an avant, le tout premier rappeur français qui a samplé Serge Gainsbourg, c'était Destroyman, qui est voilà, je suis hoche, mais totalement oublié aujourd'hui parce qu'il a été un pionnier et que à la fois, que ce qu'il a fait en termes de rap au tout début de ce qu'était le rap français, c'était justement tellement différent et tellement en marge qu'aujourd'hui, que ça a été totalement oublié. Ça n'a jamais pu devenir populaire. Le premier qui a réussi vraiment à devenir populaire, c'est Solar qui est arrivé juste après. Ce que tu racontes est intéressant parce que il s'est passé la même chose même sur la revalorisation à la fin des années 80 de la figure de Serge Gainsbourg, même dans la chanson, dans la pop, par des musiciens qui étaient anglais ou australiens qui nous faisaient la leçon à nous Français en disant vous avez un trésor caché, on en a parlé dans un épisode précédent. C'est-à-dire que dans le rap comme dans la pop, c'est venu de la fascination de l'autre côté de la Manche, de l'étranger, des États-Unis. Et ceux qui produisent en fait MC Solar, c'est un duo qui a eu une postérité après MC Solar. Constance, vous leur avez parlé, vous avez parlé. Alors j'ai discuté avec Bombas, avec Hubert. Blanc-Francard, mais qui prépare un livre sur cette histoire et qui donc a préféré sur cette période et qui donc a préféré garder le fond et le croustillant de cette histoire pour son livre à venir. Mais effectivement, en fait, la production de Pros Combat, c'est un album qui a été tellement fondateur. Ça a été le premier album de rap qui était attendu par les maisons de disques parce que c'était donc le deuxième album de Solar. Le premier avait fait un carton de vente, donc ils savaient, la maison de disques savait que le deuxième album allait être un carton. Toutes les radios attendaient cet album. Et le premier single, ça a donc été Nouveau Western, qui est sorti en plus juste avant Noël. Et ils ont offert l'exclusivité à Nova, parce que Nova suivait Solar depuis les tout débuts, et toutes les autres radios étaient ivres de rage de pas l'avoir eu, et l'ont voulu tout de suite après. Et ça a créé vraiment un emballement. C'est aussi une borne kilométrique de l'histoire du rap français, de comment c'est devenu populaire. C'est vraiment ce morceau-là. Donc, au moment où Bombas et Zdar et Jimmy J font ce choix aussi de production, c'était pas anodin parce que c'était pour un morceau qui allait être destiné à devenir un hit. Oui, et c'est pour replacer un peu dans ce contexte-là, effectivement, Bombas et Zdar forment à l'époque ce duo qui s'appelle la Funk Mob, qui sort en même temps des disques en Angleterre sur des labels comme Mowax, et ils participent à une certaine forme de hip-hop ou de trip-hop à l'anglaise. Comment se situe le rap français par rapport à Gainsbourg? Est-ce qu'on s'en réclame toujours autant? Est-ce qu'on s'en réclame différemment? Alors,
Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le rap français est le domaine musical qui vend le mieux, qui est le plus commercial, qui est le plus populaire. Mais malgré ça, il a encore un peu de mal à avoir une légitimité intellectuelle, j'ai envie de dire. On continue quand même souvent globalement à considérer que c'est une musique d'adolescents énervés. Mais en dehors d'une poignée d'artistes qu'on a fait rentrer dans les ordres, enfin vraiment dans le panthéon musical français comme Solar ou comme Oxpo Puccino, l'essentiel des rappeurs n'est pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, du coup, souvent ceux qui sont considérés comme vraiment des auteurs, les rappeurs qui écrivent vraiment, se revendiquent un peu de Gainsbourg parce qu'aujourd'hui c'est pour eux une référence qui est légitime. D'une autre façon, c'est aussi pour l'essentiel des rappeurs une référence qu'ils aiment citer parce qu'ils peuvent jouer avec, parce que Gainsbourg c'est plus juste une personne ou un chanteur, c'est un monument qui est fait d'énormément de codes qui sont intéressants à retravailler, avec lesquels il est intéressant de jouer. Gainsbourg est souvent cité dans les morceaux de rap. Quand je parle de Gainsbourg, c'est vraiment tout l'univers. C'est le personnage. Mais c'est vraiment le personnage. On cite davantage le personnage et on le sample moins, sans doute. Exactement. Le problème avec le sample, en fait, aujourd'hui, c'est que, contrairement à il y a 20 ans, sampler aujourd'hui un artiste comme Gainsbourg, quand on n'a pas les moyens de payer des droits d'auteur, quand on sort un album aujourd'hui, on le sort sur Spotify, on le vend pas à la sauvette aux puces de Clignancourt. Donc c'est absolument impossible de sortir un morceau en streaming, de faire une exploitation streaming sans que ce soit repéré par Melody Nelson Publishing qui gère les droits en fait patrimoniaux de Gainsbourg et qui je crois coûte une petite somme. Donc aujourd'hui, il est de moins en moins samplé. Par contre, il est énormément cité en référence et il inspire énormément aussi d'un point de vue lyrique, d'un point de vue de la composition et de l'écriture des morceaux. Voilà. Et peut-être du rythme ou de la façon de... Exactement, oui. J'ai l'impression qu'il y a aussi de la part, par exemple, des journalistes, la figure de Gainsbourg, pour faire admettre l'immensité à certains endroits de la qualité de l'écriture rap dans certains disques, c'est devenu la seule formule possible. Je pense par exemple le cas de PNL. PNL ne donne pas d'interview, donc de toute façon PNL ne se revendique pas de Gainsbourg. Peut-être qu'il se revendique de Gainsbourg, mais comme il ne donne pas d'interview, on ne le sait pas. Il ne le sample pas. Il travaille sur ce qu'on appelle des clouds, enfin des musiques qui sont produites en studio, qui chopent eux-mêmes sur SoundCloud. Il n'y a plus de samples à proprement parler. Par contre, il y a chez nous, journalistes, du moment où on est en phase je pense surtout, les tout premiers morceaux de PNL, il y a 4 ans, quand il fallait expliquer que cette langue où, en face de nous, des gens nous disaient, on ne comprend rien, c'est pas du français, que dans cette façon de renouveler la langue, de la faire sonner, et c'est ça, surtout, qui était quand même incroyable, c'est que les Anglais, dont on pensait toujours qu'ils avaient cet avantage, c'est que l'anglais sonne bien, que l'anglais est une langue musicale, qu'elle est rythmée, que les Français ne pouvaient pas chanter en français parce que le français était presque une langue lourde, une langue vieille, une langue presque morte par rapport à la rythmique et qu'elle avait du mal à se coller à la rythmique. Gainsbourg avait montré l'inverse. Et aujourd'hui, quand on entend certains morceaux, donc voilà, je pense moi, les albums de PNL par exemple sont immenses de ce côté-là, c'est qu'ils ont fait avancer la langue et ils ont une liberté par rapport à la langue et ils ont un renouvellement de la langue et une façon de la faire sonner qui est complètement, qui n'a plus aucune forme même pas d'humilité, de soumission par rapport à la langue anglaise, et que cette position-là, finalement, c'était celle d'un Gainsbourg dès les années 60. Donc forcément, l'héritage, il vient de là, c'est-à-dire de quelqu'un. Quand aujourd'hui on dit PNL, c'est ce qui est arrivé de plus grand dans la langue française depuis Gainsbourg. J'ai pu écrire des choses comme ça, parfois très exagérées, mais c'est mon tempérament méditerranéen me fait dire des choses pareilles, il les fait penser surtout. Non, mais c'est surtout qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a l'idée qu'on peut faire sonner le français. On peut le faire sonner. C'est vrai qu'Adamo, Gérard Lenormand ne faisait pas sonner le français. Ou d'autres gens, même dans les années 80, faisaient beaucoup de mal à le faire sonner, le français. Christophe, quelle est la postérité de Gainsbourg ailleurs que dans ce genre-là, que dans le rap? Est-ce que des gens que vous avez pu suivre, d'autres auteurs français, est-ce qu'ils s'en réclament tous ou pas, finalement? Alors, j'ai l'impression que pendant très longtemps, ça a été la figure tutélaire de la chanson française, jusqu'à devenir, d'une certaine manière, une sorte de complexe que tout le monde avait un peu en tête, ce qui fait que beaucoup de gens avaient du mal à se positionner, notamment sur l'écriture des textes. Gainsbourg, comme on dit justement dans le rap, a tué le game, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il a abordé tellement de styles d'écriture différents
à la fois très sophistiquées, très poétiques, mais aussi des écritures par flash. Il faut bien souvenir que dans ces albums du début des années 80, notamment You're Under Arrest, des années 80, le dernier album, il cite des marques. Ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau dans la chanson française. Je me souviens, il cite un Walkman, Aiwa, par exemple, ce genre de choses. Donc, il arrive et il est dans une logique où on n'est plus dans la catégorie des beaux-arts, des belles lettres. Ou même l'ordurier, c'est-à-dire d'arriver à l'engagement ordurier dans un texte où tout le monde sait que d'un niveau littéraire, il bat à peu près tout le monde. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Gainsbourg a imposé de manière assez forte pendant très longtemps, qui a beaucoup complexé des auteurs français. Après, aujourd'hui, peut-être que c'est moins le cas, parce que déjà, les auteurs-compositeurs qui arrivent aujourd'hui, ils sont quand même très éloignés de Gainsbourg en temps. Ils l'ont pas connu de son vivant, donc déjà, ça les complexe peut-être un peu moins. Je pense qu'il est toujours là, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai qu'on peut citer les Benjamin Biolay, les gens comme ça, qui s'en inspirent non seulement dans leur écriture, mais aussi peut-être aussi dans leur voix, dans leur look, dans leur attitude. Il y a des gens comme ça. Après, je pense que la postérité musicale de Gainsbourg est peut-être qui est plus intéressante. Elle est vraiment dans la manière qu'il a pu, comme ça, essaimer partout dans le monde des musiques qui ont fait prendre d'une certaine manière la pop française au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors effectivement, il y a eu de la soul, mais il y en a eu plein d'autres après, qui sont allés soit reprendre Gainsbourg, soit le sampler, soit le pasticher. Je pense à Beck, notamment. Il y a un album Delay, je crois, où des morceaux qui ressemblent à du Gainsbourg, mais c'est rejoué. Tout ça a fait que la musique de Gainsbourg, avant même ses textes, parce que là, pour le coup, les textes avaient plus d'importance, la musique de Gainsbourg a vraiment nourri à la fois le rap, la pop, tout un tas de choses dans des domaines très, très différents. Et ensuite, effectivement, en France, je pense que ça reste un petit peu le modèle à la fois d'une forme d'écriture très imposante, ou en tout cas qui selon l'époque où on l'apprend, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui compose et commence à écrire des chansons et écoute la javanaise, d'un coup ça peut filer des frissons quand même. Et puis en même temps, après ils vont tomber sur des choses comme l'ami Cahouette et on va dire c'est le même mec qui a fait ça. Finalement il peut aussi. Je pense que Gainsbourg a pour ça à la fois complexé et décomplexé beaucoup de gens, parce qu'il a abordé. C'est pas quelqu'un qui a une œuvre monolithique comme Brassens ou des gens comme ça, où on est là, on se dit oui, alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est un peu toujours la même chose. Et alors que Gainsbourg, c'est très différent. Il y a 20 Gainsbourg très très différents. Ce qui peut. Et puis Brassens, c'est vernaculaire. Quand les rappeurs s'en revendiquent, c'est quasiment un patois. Ouais. Gainsbourg, on l'a vu dans des podcasts précédents, n'a jamais cessé d'aller vers l'Angleterre, vers les États-Unis, vers la Jamaïque, et finalement même se mêler à des cultures noires. Donc là-dessus, pour un rappeur, il y a une possibilité aussi de fuir. Je pense qu'il y a ce respect. Il y a ce respect aussi qui est peut-être induit dans la figure de Gainsbourg, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est allé vers des musiques qui pendant très longtemps étaient considérées comme des musiques. Alors, si on revient même à la source, et c'est les premières influences qui viennent plutôt de la musique sud-américaine, mais même après, donc l'album où il a plagié Olatunji, donc là c'est de la musique africaine. Et puis plus tard, effectivement, le fait d'être allé enregistrer en Jamaïque un album de reggae, le fait d'avoir fait du funk avec des musiciens new-yorkais. Bon, après, il y avait cet album qu'il devait faire à la Nouvelle-Orléans, mais il est mort trop tôt. Et voilà, mais tout ça montrait bien qu'il avait déjà un gros intérêt vraiment vis-à-vis des musiques noires notamment. Donc ça, je pense que pour beaucoup de rappeurs qui sont issus, effectivement, pour beaucoup d'entre eux qui ont des origines soit africaines, soit des dom-toms, etc., je pense que cette revendication un peu identitaire à Gainsbourg peut être intéressante, de se dire ce mec-là nous a pas pris pour des couillons, quoi. Il est allé chez nous, il est allé prendre des choses, il a joué avec des musiciens noirs américains, ça impose une forme de respect, je pense aussi. Aujourd'hui, il ferait du reggaeton. Il est encore avec du Belleville. Merci à tous les trois. C'était un épisode de Gainsbourg Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.